Avez-vous déjà demandé un autographe à quelqu'un? Oui, Elvis Presley. À 36 étages au-dessus d'Atlanta, règne un silence qu'on n'entend que lorsque le verre est épais et la ville loin dessous. La maison d'Elton John à Park Place, sur Peachtree, était composée de plusieurs résidences fusionnées en une seule, 6 unités réaménagées en un espace de 2 étages de 1238 mètres carrés. Au-dessus de Buckhead, un grand salon sur 2 étages aux fenêtres du sol au plafond laisse entrer la lumière et fait de la ligne d'horizon un papier peint. Un studio de fitness à domicile, un spa et une salle de massage. Une suite principale dotée d'une salle de bain, spa fini en onyx, 5 caves à vin séparées, 6 espaces de rangement privé et des dressings. Pensez pour une garde-robe qui n'a jamais voulu être discrète. Voilà la victoire. Un homme tellement accompli qu'il peut assembler une maison comme il a assemblé une scène. Persona. Pièce par pièce, chaque fois plus grand, jusqu'à ce que cela devienne un mythe. Mais la blessure est inscrite dans le même plan. En 2023, ce Sky Palace fusionné a été mis en vente à 4 995 000 $, présenté comme une propriété à 5 millions de dollars. Cet arrondi net qui frappe comme un coup de poing au ventre. Plus tard, cette maison d'Atlanta a été vendue pour 7,2 millions de dollars, transformant un sanctuaire privé en étiquette de prix public. Et cette annonce dit quelque chose de brutal sans élever la voix. Même les pièces les plus sûres finissent par devenir du carton et du ruban adhésif. C'est un contraste frappant avec le début de l'histoire, avant les bijoux, avant les roses, avant les lunettes. Cela est devenu un second visage. Il était Reginald Kenneth Dwight, né le 25 mars 1947 à Pinner, dans le Middlesex. À 3 ans, il s'est assis devant un piano et a joué la valse des patineurs à l'oreille. Ce genre de tour de fête qui n'en est pas un, c'est inné. À 11 ans, il a remporté une bourse en tant que jeune, exposant à la Royal Academy of Music, se rendant à Londres le samedi matin pendant les 4 années suivantes, alors que les autres enfants restaient chez eux et vivaient normalement. C'est la première véritable tension chez Elton John, un enfant fait pour l'excellence, élevé dans une vie qui n'accueillait pas naturellement l'exubérance. Alors, quand l'argent finit par arriver, les dépenses ne sont pas seulement un luxe, c'est une revanche sur la retenue. À Los Angeles, la version d'Elton John qui vit en dehors de la scène fait un choix différent. Pas une tour, mais une maison de plein pied de 500 mètres carrés à Trudell Estates, construite en 1966, choisie parce qu'elle pouvait réellement servir de base familiale. C'est toujours Elton, toujours théâtral, mais conçu pour être habitable, pas légendaire. Et le centre de gravité, ce n'est pas la vue, c'est la collection. Tout tourne autour de l'art, a-t-il dit un jour, sans que cela ressemble à une citation. C'est plutôt comme un plan d'étage, des lignes du milieu du siècle à l'extérieur, une énergie maximaliste à l'intérieur, un état d'esprit axé sur l'art qui transforme une maison en une biographie soigneusement organisée. Pour voir à quoi ressemble la disparition dans le monde d'Elton John, allez sur la Côte d'Azur. Sa propriété au sommet d'une colline près de Nice, une demeure des années 1920 surplombant la côte, a été repensée pour ressembler à un musée privé qui aurait appris à organiser des fêtes. Andy Warhol sur les murs, une œuvre de Roy Lichtenstein, un lit conçu par Julian Schnabel. Parce que même le sommeil a sa signature dans cette maison. À l'extérieur, une vaste piscine s'étend comme une scène encadrée par des statues déco égyptiennes qui montent à la garde sous le soleil. Ce n'est pas seulement de la richesse, c'est du goût transformé en atmosphère. Mais même cette maison porte en elle des tensions. En août 2019, Elton a défendu le prince Harry et Meghan Markle, après qu'ils aient pris un jet privé pour lui rendre visite là-bas. Et il a déclaré que le vol avait été rendu neutre en carbone grâce à un don à un groupe de compensation carbone. C'est Elton dans une scène, offrant un sanctuaire et une protection tout en se retrouvant accidentellement au cœur du débat moderne sur le luxe, l'image et ce qui était considéré comme acceptable quand on est célèbre. C'est pourquoi la vente à Atlanta est importante, car il ne s'agit pas seulement de vendre une maison, mais d'un signal d'alerte. Quand Elton déménage, des pièces entières d'histoire déménagent avec lui. En février 2024, Christie's a transformé cette idée en un événement. Plus de 900 objets liés à sa vie à Atlanta ont été vendus lors d'une série d'enchères qui ont finalement totalisé 21 537 842. Cela a doublé l'estimation basse de 10 millions de dollars. 86% des offres gagnantes ont été placées en ligne. Et soudain, le vent tourne à nouveau. Quand votre style de vie devient un titre aux enchères, vous ne collectionnez plus, vous choisissez ce que le monde peut posséder de vous.
Ce qui vous amène à la pièce suivante de l'histoire. Pas le dressing, pas le mur d'art, le garage. Parce que si les maisons d'Elton John sont maximalistes, son histoire automobile est presque cinématographique tant elle illustre clairement le cycle. Acquérir, adorer, dépasser, se séparer. Le 5 juin 2001, il a mis aux enchères 20 voitures chez Christie's à Londres et le montant total de la vente s'est élevé à 1 950 000 et 1 720. Ce n'est pas un homme qui vend une voiture en trop, c'est un homme qui vide une aile entière de son identité. Le prix le plus élevé ce jour-là a été atteint par une Jaguar XJ 220 de 1993 vendue pour 234 750. Guinness a même enregistré ce moment comme la plus grande vente de voitures par une célébrité, le genre de record qui semble à la fois glamour et un peu absurde. Et la XJ 220 elle-même ressemble à un reçu d'une autre époque d'excès. Sa voiture portait le numéro 57 sur les seuils de porte parce qu'il était la 57e personne à en commander une neuve. Elle a été construite en juillet 1992 et livrée le 9 septembre 1992, finie en bleu métallisé foncé avec un intérieur gris. Ce niveau de détail est important parce que cela prouve que ce n'est pas de la fiction de fan, c'est une passion documentée. Et puis il y a la Ferrari parce que, évidemment, il y a une Ferrari. Une Testarossa offerte par sa maison de disques MCA comme cadeau pour son 40e anniversaire le 25 mars 1987. Pas discrètement, pas avec goût. Elle est arrivée décorée d'un grand ruban rouge et d'un boa en plumes. Elle lui a été présentée devant la presse lors d'une fête organisée le mois suivant à Lockwell House à Rickmansworth. Et lorsque Christie's l'a inspectée pour la vente, le compteur affichait 7434 miles. Ce chiffre change un peu le fantasme. Cela implique que même les cadeaux les plus fous restaient souvent à attendre une vie trop occupée pour les conduire. Le reste de la liste oscille comme un pendule entre la grandeur britannique et l'excès de stars du rock. Une limousine Rolls-Royce Phantom 6 de 1973 a rapporté 223 750. Une Bentley S, un Continental Fastback de 1956 a atteint 196 250. Une Aston Martin 58, Vantage Volante de 1900, 87 s'est vendue pour 101 650. Et même une Bentley Continental Cabriolet de 1994 a dépassé 163 250. Chaque chiffre est une démonstration, et aussi un adieu, parce que voici le retournement. Il est facile de voir la collection de voitures comme de Lego, mais le fait de vendre publiquement en masse avec les totaux affichés ressemble à du contrôle. Un homme qui choisit le moment où il réduit la voilure au lieu de laisser le monde décider pour lui. Et une fois que vous comprenez cela, le spectacle d'adieu cesse d'être simplement une date de tournée. Il devient la version ultime du même rituel. Disney+ l'a présenté comme un chapitre final. Elton John Live, adieu du Dodger Stadium, sorti en 2022 d'une durée de 2 heures et 33 minutes, présenté comme son dernier concert en Amérique du Nord. Un piano placé comme un hôtel, une foule assez bruyante pour être ressentie physiquement. Un adieu conçu comme un spectacle, car la subtilité n'a jamais été sa marque de fabrique, et la victoire s'impose avec une sorte d'étrange permanence. Le spectacle d'adieu au Dodger Stadium lui a ensuite permis de remporter l'Emmy 2023 qui a complété son EGOT, un club si restreint. Cela ressemble toujours à un mythe quand on le dit à voix haute, mais le mot adieu est aussi une confession. Cela signifie que le corps et le calendrier ont enfin leur mot à dire. Et justement, au moment où l'on pense que l'histoire n'est que luxe et applaudissements, elle commence à s'aiguiser. Parce que la suite du mode de vie d'Elton John ne concerne pas ce qu'il a acheté, mais avec qui il s'est tenu et comment le monde a répondu. Ce qu'il y a de particulier avec la générosité publique d'Elton John, c'est qu'elle ne se limite pas à des slogans vagues, elle s'exprime par des chiffres presque provocateurs. Sa fondation affirme que depuis 1992, elle a récolté plus de 650 millions de dollars, soutenant plus de 3100 projets dans 102 pays. Ce n'est pas de la charité de célébrité, c'est de l'infrastructure, et cela a un tout autre impact, surtout quand on se souvient de ce qui existait avant. Un garçon à Pinner, dans le Middlesex, jouant une valse entière à l'oreille à 3 ans puis faisant la navette à Londres le samedi après avoir remporté une bourse à la Royal Academy of Music à 11 ans, ce genre d'enfance ne vous apprend pas à devenir un magnate, mais à supporter la répétition, la critique, la précision.
La discipline qui façonne un pianiste peut aussi façonner une machine si la version adulte de cet enfant décide que le monde lui doit de la place. Mais l'activisme à cette échelle attire aussi des conséquences à cette échelle. En avril 2025, la Russie a interdit la fondation Elton John contre le sida, la qualifiant d'organisation indésirable, en nommant spécifiquement ses branches américaines et britanniques. Tout le paradoxe est là. Vous pouvez bâtir un soutien mondial pendant des décennies et voir un gouvernement vous fermer la porte au nez. Pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous comptiez suffisamment pour devenir un enjeu politique. Et soudain, l'histoire de style de vie ne parle plus seulement de penthouse et d'art, elle parle de pouvoir. Qui a le droit d'aider, qui est puni pour avoir aidé, c'est là que réside la prochaine friction. La perception du public. L'image d'Elton a toujours été un numéro d'équilibriste entre icône adorée et critique acerbe, et ses aspérités ont blessé des gens en public. En avril 2025, Madonna et Elton John se sont enfin réconciliés après des années de querelles. Madonna a déclaré qu'elle l'avait confronté en coulisses, qu'ils s'étaient excusés et qu'ils avaient enterré la hache de guerre. La victoire, c'est la réconciliation elle-même, deux géants qui décident enfin de mettre fin au vacarme. La blessure, c'est ce que cela laisse entendre. Quand on est célèbre depuis longtemps, même vos disputes deviennent des gros titres. Et nulle part la machine à gros titres n'est plus bruyante que lorsque la vie privée d'Elton devient un événement public. C'est ce que les ventes aux enchères de Christie's ont prouvé. Non seulement il possédait des objets coûteux, mais il possédait des objets à la Elton, des objets avec un ADN théâtral, a déclaré Christie. La série Goodbye Peachtree Road a totalisé 20 537 842 $ avec des enchères provenant de plus de 60 pays et 47% des enchérisseurs étaient de nouveau pour la maison de vente. Parce que les gens n'achetèrent pas simplement une chaise ou une montre, ils achetèrent une entrée dans le mythe. Ensuite, on obtient le spectacle à l'intérieur du spectacle. Rien qu'en une soirée, la soirée d'ouverture de Christie's a totalisé 8 millions de dollars et tout a été vendu à 100%. Parmi les lots, une paire de bottes hautes à plateforme en cuir argenté s'est vendue à 94 500. Ce ne sont pas de simples chaussures, mais une relique. Une véritable guerre d'enchères entoure ces bottes ayant été sous les projecteurs. Pendant que des dizaines de milliers de personnes hurlaient, qu'un piano martelait des chansons qui sont devenues les repères de chacun, c'est la transformation la plus étrange qui soit. Le son devient souvenir, le souvenir devient objet, l'objet devient prix. Et les prix ne concernaient pas seulement le glamour de la scène. Une Bentley Continental de 1990, issue de sa collection, s'est vendue à 441 000. Le genre de voiture qui symbolisait autrefois l'évasion privée est désormais traité comme un trophée, voire attribué. Le Flipper édition collector Elton John 2023 s'est vendu pour 69 300 $, transformant le jeu en un objet de luxe. Puis Christie's a fragmenté le monde en salles thématiques et les a vendus comme des chapitres. Une vente en ligne intitulée « Sortie du placard » s'est conclue à 737 982 $. La vente Versace d'Elton s'est conclue à 574 938 $. Honky Chateau s'est conclu à 1 336 986 $. La Jewel Box s'est conclue à 1 735 902 $. Les superstars d'Elton se sont conclus à 587 916 $. Même les noms ressemblent à des titres d'albums, parce que dans le monde d'Elton, tout est mis en scène, et ce sont les détails à l'intérieur de ces lots qui rentrent dans ce style de vie authentique. Un lot de 12 paires de lunettes de soleil. Jimmy Crystal, datant d'environ 2010, s'est vendu pour 30 240 $, alors qu'elles étaient estimées entre 1 000 et 2 000 $. Une paire de bottes hautes à plateforme en cuir noir de Nunn Bush s'est vendue pour 15 120 $, alors qu'elle était estimée entre 600 et 800 $. Une estampe de Stephen Messel intitulée Untitled 2 de l'édition 2006/6 s'est vendue pour 40 321 $, mesurant 47 pouces et demi sur 58 pouces et 3/4. Un chronographe Chopard, estampillé Mila Miglia Elton John, numéro 4 sur 50, s'est vendu pour 60 480 $, alors qu'il était estimé entre 8 000 et 12 000 $. C'est une victoire que l'on ressent dans la poitrine, le monde accordant de la valeur aux artefacts de votre vie à une échelle qui prouve que vous avez compté. Mais c'est aussi une blessure cachée dans le velours.
Parce que lorsque vos placards deviennent des pages de catalogue, cela soulève une question qu'aucun fan ne veut prononcer à voix haute. Est-ce une libération ? Ou est-ce un adieu déguisé ? Et la réponse est compliquée, car la vie privée d'Elton n'a pas seulement évolué vers la richesse, elle a évolué vers la famille. Il a rencontré David Furnish en 1993. Ils ont conclu un partenariat civil en décembre 2005, puis ils se sont mariés le 21 décembre 2014. Leurs fils sont arrivés par mère porteuse, Zachary le 25 décembre 2010 et Elijah le 11 janvier 2013. Ces dates ne sont pas de simples anecdotes, mais offrent une nouvelle perspective émotionnelle. Parce que le même homme, qui avait autrefois construit une identité publique autour de performances plus grandes que nature, s'est ensuite tourné vers quelque chose de beaucoup plus ordinaire dans sa vie domestique. Un partenaire, 2 enfants, des routines du coucher, des calendriers scolaires. Et si vous voulez comprendre pourquoi une superstar commence à liquider ses biens, c'est par là qu'il faut commencer. Une famille a une façon de transformer même les icônes. Réfléchissez à ce qui vaut la peine d'être emporté vers l'avenir. Pourtant, même cette victoire apporte sa propre pression. La célébrité ne devient pas plus facile en devenant parent. Elle vise juste de nouvelles cibles. Chaque geste devient symbolique, chaque achat fait la une, chaque opinion devient un référendum. C'est pourquoi le travail philanthropique a un impact différent. Ce n'est pas simplement de la générosité, c'est une déclaration de valeur si grande qu'elle provoque des conséquences. Et des valeurs à cette échelle ne s'accompagnent pas d'une vie tranquille. Parce que lorsque Guinness pègue Candle in the Wind 1997 avec 33 millions de copies physiques vendues, ce n'est pas seulement du fanatisme. C'est une mesure de la profondeur d'intégration d'une voix dans la vie publique. Et lorsqu'un gouvernement peut interdire sa fondation en avril 2025, c'est la preuve que l'impact n'était pas décoratif, il était conséquent. Puis, si l'on prend du recul, on voit que l'héritage est le dernier type d'actif, un que personne ne peut vendre aux enchères, et même l'adieu est devenu matériel. En 2023, le spécial d'adieu au Dodger Stadium a remporté un Emmy qui a complété son EGOT, scellant ainsi sa carrière d'une manière qu'aucune vente aux enchères n'aurait pu faire. Mais voici le dernier retournement. Un style de vie aussi immense ne crée pas seulement de la joie, il crée aussi de la gravité. Quand on peut vendre des bottes pour 14 500 $, une montre étiquetée 4 sur 50 pour 60 480 $ et une Bentley pour 441 000 $. C'est tentant de raconter l'histoire comme si ce n'était que du porno de luxe. Pourtant, ce même nom est aussi lié à une fondation qui dit avoir recueilli plus de 650 millions de dollars contre le sida, et à une interdiction émise par une grande puissance mondiale en avril 2025. Ce contraste, c'est le véritable documentaire, un homme qui a transformé l'excès en une forme d'art, puis a essayé de faire de sa notoriété quelque chose qui lui survive. Peut-être que c'est ce que représentaient les enchères sous les paillettes. Ce n'est pas pour s'enrichir, mais pour faire de la place. Une brûlure contrôlée, choisir quoi garder, quoi laisser partir, et quoi transformer en impact. Tant qu'il est encore là pour décider, parce que le gamin de Pinner n'a pas seulement appris à jouer des notes, il a appris à capter l'attention. Et la dernière vérité, aussi inconfortable soit-elle, c'est que l'attention est une monnaie qui a un prix. Payée en vie privée, payée en ennemi, payée en ce sentiment permanent que même chez soi, tout peut devenir une vitrine. Et si tout cela ressemble à une fin, ce n'en est pas une. C'est une mise en place. Parce qu'une fois que vous avez vu ce qu'Elton John possédait et ce qu'il a donné, la seule question qui reste est celle qui ne rentre pas du tout dans un catalogue de vente aux enchères. Que se passe-t-il quand la voix, les lunettes, la légende partent enfin et que le monde doit définir ce que cela signifiait ?